La Via Appia est la première voie romaine et la plus ancienne route d'Occident. Ordonnée par le consul Appius Cassius en 312 avant Jésus-Christ, elle emmena sur son sillage les armées romaines pour conquérir le sud de la péninsule, puis les siècles suivants, de nombreux voyageurs qui ont façonné l'Italie et même l'Europe tout entière. La Regina Viarum, la reine des voies, démarre au cœur même du pouvoir de la Rome antique, sur le Forum. Une borne militaire signe le kilomètre zéro de la voie appienne, ainsi que de toutes les autres routes romaines de l'Antiquité. Quittant les murs de Rome par la porte Saint-Sébastien, la Via Appia est ornée de vestiges. Suivre son tracé est une façon de remonter l'histoire entière de l'Italie. Des millions de personnes, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ont parcouru ces mêmes pavés de la Via Appia pour favoriser les échanges et relier les régions de la Campanie, de la Basilicate, des Pouilles, à la capitale romaine. De nos jours, la Via Appia n'est plus une route praticable, mais elle reste un tracé d'histoire et de culture. 45 da Maria Teresa Bellucci, Alberto Biciocchi, grazie e buon ascolto in compagnia di Radio 3. Prossimo notiziario. Attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, eccolo, Keita del chilometro 2 di Roma, code alternati per traffico intenso tra l'allacciamento autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con la statale 7 via Ampia in carreggiata interna e code alternati per incidente tra l'allacciamento di direzione Roma Nord e via Nomentana. Passé Rome, la Via Appia traçait une ligne droite en direction de Terracine. Traversant la Campanie par les villes de Capoue et Bénévent, elle pénétrait ensuite dans la région de la Basilicate, à quelques kilomètres seulement de la ville de Matera. La Via Appia s'enfonçait dans les profondeurs de l'Italie et rejoignait les Pouilles dans le port de Tarente, lieu éminemment stratégique pour le commerce maritime dans l'Antiquité. Enfin, c'est à Brindisi, porte de l'Orient, que la Via Appia terminait son parcours. Je m'appelle Stefano Castellani. Je suis photographe et archéologue. Je photographie la Via Appia depuis plus de 20 ans. La Via Appia est sans aucun doute la voie principale parmi toutes les voies consulaires de la Rome antique. Les écrivains de l'Antiquité la définissaient déjà comme la Regina Viarum, la reine des voies, justement parce qu'elle était plus importante que les autres. Son importance était aussi liée au fait que le port de Brindisi ouvrait la porte de l'Orient et permettait l'extension de l'Empire romain. Sur la Via Appia, on rentre en contact avec la Rome antique, avec la Rome archaïque, la Rome impériale. C'était une voie convoitée par les peintres, les dessinateurs, par tous les gens qui sont tombés sous le charme des ruines de l'Empire. Dans mes photos, j'essaie de montrer comment mon âme, mon œil, interprète ces ruines. J'essaie de saisir son âme ancienne, son âme contemporaine. J'essaie de saisir son caractère de frontière et de voyage. C'est ça l'effet de la Via Appia, à mon avis. Elle soulage l'âme. Les voies consulaires étaient, selon la loi, des endroits de sépulture, parce qu'il était interdit d'enterrer les morts à l'intérieur de la ville. Donc, puisqu'il existait cette tradition très ancienne, c'était une des premières voies à se remplir de sépultures.
C'est fascinant de marcher et de pouvoir lire les inscriptions sur les tombes. Je suis intimement persuadé que ces inscriptions nous parlent. Ce sont des traces écrites que les gens nous ont léguées. Quand on se promène sur l'Appia, on a vraiment la sensation de s'insérer dans la perspective du temps. Quelqu'un pourrait me dire, en te promenant sur l'Appia, tu es hors du temps. Mais je lui répondrai plutôt que tu es dans le temps et que tu te déplaces à l'intérieur. Tu es peut-être, pour un moment, en dehors de ton temps, mais tu es bel et bien dans le temps. Tu es dans le temps de l'histoire et dans une perspective que seules les voies comme celle-ci peuvent t'ouvrir. C'est cette sensation de bouger à travers une dimension. Tu voyages vraiment dans le temps. La Via Appia n'est pas une simple route antique. Elle est un symbole pour Rome et les Romains. Elle tisse un lien entre la capitale et le sud du pays, entre les morts et les vivants. Après avoir été longtemps délaissée, des associations et des municipalités se sont fixé l'objectif de lui redonner vie. Sì, basta. Alors nous sommes ici pour la valorisation de la Voie Appia. Ça fait 4 ans qu'on organise cet événement. Ce soir, les colonnes de Brindisi s'éclaireront car l'Appiade va jusque là-bas. Partout, on a organisé des visites guidées, des balades à vélo, des courses à pied sur tout le territoire où elle passe. Grâce à tous ces événements, ces régions se sont réappropriées l'Appia. Il y a combien d'événements au total? Ici à Rome, 130. Je crois 200 au total. Formidable. Merci, j'y participerai. Les amis, ne traînez pas. Est-ce que vous pouvez demander s'il y a une nappe pour la mettre ici? On va la mettre à l'envers. Et après on mange, c'est ça? Je voulais la mettre un peu plus bas. Notre logo, c'est 312 AVJC, parce que la Via Appia naît en 312 avant Jésus-Christ. Bonjour, vous faites partie de quel groupe? Nous, on va attendre 5 minutes parce que Maria et son mari nous attendent à l'ancienne papeterie. Nous organisons des visites guidées dans des endroits merveilleux. Nous ouvrons des sites qui sont normalement fermés au public. Puis il y a les balades qui font découvrir les monuments les plus importants. Alors, voici le parcours pour cette journée spéciale pour la Via Appia. On va commencer la visite au musée des murs romains. Regardez, tout ça c'est l'Appia. Les véritables raisons de la naissance de la Via Appia sont avant tout militaires. Successivement, elle est aussi devenue une voie commerciale. Mais au départ, elle fut construite pour l'armée, afin de faciliter le déplacement des troupes qui partaient à la conquête de la Grèce. Après plusieurs siècles d'oubli et d'abandon, la Via Appia dévoile à nouveau ses trésors cachés et ses monuments perdus de Rome à Brindisi. Des lieux inaccessibles sont désormais réouverts aux voyageurs modernes de l'Appia. L'objectif est de faire inscrire la Via Appia au patrimoine de l'UNESCO. Et toutes les villes sur son sillage soutiennent cette idée. Nous, les Italiens, on l'avait délaissé depuis trop longtemps, alors que c'est un patrimoine mondial. La Via Appia poursuit son chemin en direction du sud, accompagnée par l'Aqueduc Claude, pour rejoindre les collines des Castelli Romani, les châteaux romains.
Formés autour d'une dizaine de villages, les Castelli sont perchés sur un ensemble de volcans éteints et dans lesquels se sont créés des lacs de cratères. Avant la Renaissance, les grandes familles romaines y établirent leur lieu de résidence pour sortir de l'agitation de Rome. Aricia est la première ville que l'on trouve sur la voie appienne. Attribuée à la famille Chigi en 1661, celle-ci fit construire le palais éponyme qui domine encore aujourd'hui la place principale. À quelques encablures, Castel Gandolfo, quant à elle, offre une vue splendide sur les eaux du lac d'Albano. C'est ici, à Castel Gandolfo, que se trouve le Palais des Papes, résidence papale du XIIe siècle, principalement connue pour être la résidence d'été des papes depuis Urbain VIII. Depuis toujours, les Castelli Romani proposent aux Romains de contempler leur ville depuis les hauteurs et profiter de la fraîcheur nocturne. Partant de Rome pour rejoindre le port de Brindisi, dans le talon de la botte, la Via Appia traversait de nombreux territoires, offrant toute la diversité des régions du sud. Elle bordait les monts Lépins pour rejoindre la mer en direction de Terracine. Ce territoire a la particularité d'être vallonné et d'un point de vue agricole, il peut surtout accueillir la culture d'oliviers. Pour faire notre huile, nous cultivons une variété typique de cette zone, connue pour la production de l'olive de Gaeta, qui fait partie intégrante des recettes italiennes. Ringo, me voilà. Alors, fais-moi voir si tu travailles bien. Mon histoire, c'est l'histoire typique d'une femme italienne qui n'avait pas beaucoup de crédibilité dans un monde où les reines étaient principalement tenues par les hommes. Alors, on rallume la lumière. Voyons un peu. La première approche, c'est l'odeur. Et oui, ça pique un peu. Donc si l'odeur n'est pas bonne, on ne continue pas la dégustation. D'ailleurs, cassons le mythe. L'huile ne se goûte pas sur le pain. En tout cas, pas cette huile-là. Maintenant, on va mettre dans la bouche l'équivalent d'une petite cuillère, très peu. Et on va faire ce bruit. Ça s'appelle le strippage. Mon huile a des caractéristiques précises. Là, ça recouvre tout le palais. Et comme ça, toute la bouche pourra découvrir quelles sont les saveurs qu'elle déclenche. Je voulais montrer ce que je valais. Je voulais me faire respecter pour ce que je faisais. J'ai tout bu. Tu as bien fait. En réalité, il faudrait en boire une petite cuillère tous les matins. Mais bon, nous, on est un peu paresseux. Celui-ci est un olivier très ancien, il a plus de 200 ans. Il a survécu à plusieurs incendies, mais la force lymphatique lui a permis de continuer à produire des fruits. Et après, tu fais comme ça, parce qu'ici on a élagué, on a enlevé la branche, sinon ils seraient tous comme celui-là. Ma famille a une empreinte matriarcale. Nous avons eu une maman qui nous a toutes suivies. Ma mère a toujours été à mes côtés. Elle dicte ses règles, son savoir-faire traditionnel. Elle l'a elle-même reçu de sa mère. Ici, quelques-unes vers l'intérieur. J'enlève lesquelles? Celle-là. Attends, je vais commencer par-dessus. Donc c'est une tradition qu'on se transmet de mère en fille. Mais ce sont des insectes qui ont fait ça?
Non, c'est l'humidité, la brume. Toutes mes collaboratrices sont des femmes. Bien, mettons les olives dans les bocaux et trions les mauvaises. Autour de la table de travail sur laquelle on passe quand même beaucoup de temps, on en profite pour discuter de ce qu'il se passe au village, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et ce sont vraiment des moments agréables. Évidemment, je vais revenir demain soir, mais je ne veux pas récupérer moins de 1 300 € de bénéfices. Et si on fait plus de 1 800 ? Eh bien, c'est pour vous. T'as compris, Nadia ? Quand ma mère, mes sœurs et moi, nous avons commencé à changer l'image de cette entreprise, on a fait un pari. Alors, à quel nom je le mets? Mettez juste Alessandro. Ça, ce sont les femmes de Sonnino, peintes par des artistes français entre la fin du 19e et le début du 20e. À Sonnino, tout est spécial, même les femmes. On cueille ce que la terre nous donne, sans la dénaturer. On veut proposer du bon, du savoureux, du goûteux. C'est en suivant les rythmes de la nature, en cueillant les fruits et les légumes au bon moment, notamment les olives, qu'on a réussi à atteindre ce but. Lors de l'exposition universelle de Milan en 2015, l'Italie a exposé ses 20 meilleurs producteurs, un par région. Ils m'ont appelé en me disant que j'avais été choisie pour représenter l'excellence du Latium. Et là, j'étais véritablement émue et touchée. J'étais heureuse de ce résultat. J'ai cherché à sublimer ma terre le plus possible à travers l'élaboration de produits artisanaux. Je me sens très proche de ma terre. Je la découvre tous les jours. Je sens qu'elle m'appartient et je veux lui rendre hommage et l'emporter avec moi partout dans le monde. Le voyage le long de la Via Appia nous mène dans la région de la Campanie, où celle-ci laisse entrevoir au loin le sommet du Vésuve, volcan situé près de Naples. Elle traverse des villes et des localités qui autrefois avaient une importance capitale et qui aujourd'hui sont tombées dans l'oubli. Parmi elles, Capoue, considérée dans l'Antiquité comme l'une des plus importantes villes d'Italie après Rome. La voie appienne avait été conçue, entre autres, pour unifier politiquement et économiquement les deux villes. La Via Appia nous conduit dans l'une des régions les plus méconnues d'Italie. Entre les montagnes verdoyantes et rocheuses, la Basilicate. Perchée en haut d'une colline, la Via passait près d'une ville aux formes presque cubiques qui émerge à l'horizon, Matera. Je m'appelle Marienza. Je suis née ici à Matera et j'y vis depuis 5 ans.
Après une période entre Rome et Londres, j'ai décidé de rentrer chez moi pour retrouver ma famille. Matera est la 3e plus ancienne ville du monde. Suivez-moi, s'il vous plaît. Êtes-vous prêt à voir votre grotte? Quelques informations d'abord. Notre projet est un projet de récupération. On a récupéré 18 grottes répandues sur 3 niveaux. Ici, c'était la zone de la Civita, donc le quartier le plus ancien des Sassi. Les habitants vivaient dans ces grottes. Imaginez qu'ici, c'était un voisinage où il y avait beaucoup de familles vivant les unes à côté des autres. Qui veut ouvrir? Moi? Ah, ça marche. Sassi signifie littéralement pierre. La population de Matera a toujours vécu sans interruption dans ces rochers. Là où il n'y avait pas la possibilité de construire des maisons, la population a continué à creuser. On élargissait ainsi les maisons en creusant dans la roche. Puis, avec des blocs de pierre qui étaient extraits des caves de tuf, on continuait à construire devant. Étrange et surprenante, Matera a connu des époques de gloire et d'abandon. Cette ville, pourtant très riche lorsqu'elle était proche de la Via Appia, fut pratiquement livrée à elle-même dès lors que la route dévia et finit même par sombrer dans l'extrême pauvreté au XIXe siècle. En 1952, face à l'urgence humanitaire, le Premier ministre italien déclara Matera honte nationale. Nos grands-parents, mes grands-parents, ont vécu toute leur vie ici. Et après, ils ont été pointés du doigt comme la honte nationale. Ils ressentaient cette honte. Ce fut une vraie violence sociale. Dans les années 40, il y a eu une surpopulation des Sassi. Au cours des années 50, on vivait dans des conditions primitives. Les habitants étaient surtout des bergers, des agriculteurs, des artisans très pauvres. Les habitants n'avaient plus d'espace, donc ils ont commencé à faire entrer les animaux qu'ils utilisaient pour le travail dans leur maison. Ils vivaient avec les ânes, les cochons, les poules. Quand j'étais adolescente, on ne pouvait pas se promener dans les Sassi. Il n'y avait rien, personne n'y passait, même pas par hasard. L'idée de faire revivre et de récupérer ces endroits était donc inconcevable. En 2003, contre toute attente, le projet Sextensio investit les Sassi, faisant mentir tous les sceptiques. Sextensio est un hôtel. Le propriétaire, Daniele Kilgren, y a vu un potentiel. Il est arrivé ici à Matera un peu par hasard en 2004 et là il a décidé de récupérer 18 grottes. Ah, vous êtes là? Bonjour Mariansa. Alors les filles, les autres de cette chambre sont en train d'arriver, je vois que tout est propre, la chambre est rangée. Ok, donc moi j'ajouterai juste le kit de bienvenue et après on pourra y aller. Je commence déjà à allumer quelques bougies. Je vais chercher le kit. Parfait. L'apogée de ce renouveau remonte à 2014, lorsqu'après des décennies d'efforts de restauration, la candidature de Matera fut retenue pour devenir capitale européenne de la culture en 2019.
Voici la porte du rachat. Ignis Purgatorius. Le programme de Matera 2019 est très intéressant. On peut participer à beaucoup d'événements. En ce moment, un spectacle est en cours. C'est la mise en scène du Purgatoire de Dante, auquel je participe. Ils font appel aux habitants, c'est une pièce chorale. Les premières âmes que Dante rencontre au Purgatoire, ce sont les femmes mortes par une mort violente. De grâce, lorsqu'au monde enfin tu reviendras et te reposeras de ton si long voyage, rappelle-toi mon nom. Je suis cette Pia, que Sienne fit, et puis que défie la Marème. Celui-là le sait bien, qui m'avait épousée. Pour Matera, c'est vraiment une nouveauté. Il s'agit d'une reconnaissance vraiment importante, aussi pour nous, les habitants. Bravo au cœur! C'est étonnant de voir combien de gens viennent à Matera, combien y retournent. Pas seulement ceux qui y sont nés, mais des personnes qui trouvent cet endroit intéressant. C'est très stimulant. Nous sommes fiers de ce qui se passe. Nous prenons part à la récupération des sassis et de leur nouvelle vie. Je me demande toujours ce qu'aurait pensé ma grand-mère en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans les sassis. Il faut imaginer une personne de 90 ans qui a vécu une vie difficile dans ces grottes. Je pense qu'elle n'arriverait pas à comprendre pleinement la beauté de cet endroit. Je crois que c'est vraiment une manière merveilleuse de récupérer un patrimoine historique, de récupérer son histoire. Passé Matera, la Via Appia pénètre dans les Pouilles et rejoint la mer Ionienne pour atteindre le golfe de Tarente, qui était l'un des ports les plus importants du monde antique et de la Grande Grèce. Allez, très bien. Détendu, fluide. Pamela, descends plus bas. Mon nom est Boscaino, je suis un éducateur sportif et un ancien professeur à la retraite. J'ai été athlète dès l'âge de 12 ans. Allez, on y est, presque au bout. Vous êtes prêtes? Les 10 derniers coups. Allez les filles. Avant de partir à la retraite, j'ai été sportif de haut niveau. Je crois que pour chaque athlète, la plus belle chose, c'est de transmettre son expérience aux jeunes générations. On a démarré le bateau, maintenant, ramez bien à fond. C'est ça un aviron coordonné. Très bien les filles. Monica, c'est bien. Vas-y Pamela, c'est bien. Demain, nous aurons un défi très important. Donc aujourd'hui, pour vous, cet entraînement est une préparation pour la compétition de demain. Il faut que vous soyez très solide et très concentré sur les rames. C'est bien comme ça. Dirige la grue, moi je mets le bouchon. Sì, sì, sta benissimo. Sì.
Je suis en paix avec moi-même, mais j'aimerais transmettre ce sentiment à tous mes élèves. Après toutes ces années, mon attention est encore consacrée à eux. Je veux leur faire vivre les mêmes sensations que j'ai vécues. Colonie grecque, fondée par des exilés spartiates dans l'Antiquité, Tarente était l'une des cités les plus riches de la Grande Grèce, grâce à sa position stratégique dans le commerce méditerranéen, à équidistance de la Grèce et de la Sicile. Ce lien fort avec la mer, les Tarentins l'ont depuis toujours. Pêcheurs et grands marins vivent ici depuis des siècles. Ok, à droite. Au large. Après, on vire de bord, Marco. Autrefois, les meilleurs rameurs étaient de Tarente. Ils étaient réquisitionnés par l'Empire romain pour diriger les bateaux à rames parce qu'ils étaient les plus fiables, les plus forts et les plus rapides. J'ai l'impression que c'est un geste naturel pour les habitants, le geste de ramer. En fait, on ne leur apprend rien. Sparte, c'est quelque chose que nous avons dans notre ADN, car la ville était une colonie de la Grande Grèce. 17, 18, 19, 20, remi in acqua, fermate la barca. Il y a quelques années, les jeunes de Tarente n'avaient pas cette attirance pour la mer et pour l'aviron. Je trouvais cela dommage, donc j'ai cherché à leur transmettre ce message, à savoir le côté athlétique de l'aviron. Ce n'est pas un hasard si nos bateaux portent le nom de rameurs de la Grande Grèce. Tarente fut grande pendant cette période, une époque où elle connut son âge d'or. Les amis, il y a un peu de vent, mais essayons de ne pas perdre de temps. Bateau numéro 1, arrête le bateau. Stop numéro 1. Recule. Recule numéro 2. Numéro 2 recule aussi. Encore un peu. C'est bon? C'est assez d'espace pour les jambes? Di chi è la chiavetta? Nana. Chiudete l'interruttore con terra, in modo che vi Chacune doit bien se concentrer sur sa position. Vai poppa Adriana. Vai per ora Marina. Finale nationale féminine. Préparez-vous et alignez-vous devant vos bouées respectives. Les soirs d'été,
Les Tarentins ont pour habitude de se retrouver sur les places de leur ville pour danser la frénétique tarentelle. Une danse autrefois thérapeutique dont le rythme endiablé pouvait guérir les morsures de tarentules. Notre voyage le long de la Via Appia nous conduit à l'est, en direction de l'autre versant des Pouilles, et traverse le sud des Murges. Terre de roches, de hauteurs et de grottes, les Murges hébergent depuis longtemps un cheval unique à la fastueuse robe noire, le Cavallo Murgese. Ce dernier est élevé en liberté et vit en troupeau. Quasiment disparue au début du XXe siècle, la race est aujourd'hui en expansion. Je m'appelle Francesco Basile. Je suis agronome, éleveur et agriculteur. Et je m'occupe de l'élevage du cheval Murgese. Je travaille sur la sélection de l'élevage. Le cheval Murgese est une race typique de cette zone. Historiquement, cette région a toujours été une terre de chevaux. Jusque dans les années 50, le cheval Murgese a été uniquement employé dans l'agriculture. Grâce aux efforts de nos pères, une sélection de cette race a commencé en 1926. Choisissant de préserver dès le début la pureté de cette race. Le cheval Murgese a donc maintenu ses caractéristiques ancestrales grâce à eux. À mon petit niveau, j'ai fait ma part. Disons que je me suis occupé de faire connaître cette race à l'international. J'ai pu participer à beaucoup de manifestations à l'étranger. Alors, Gianluca, maintenant on va sortir et on va travailler un peu avec la longe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon métier, c'est le dressage de chevaux Murgese. On s'occupe de leur valorisation.
Maintenant, essaye de faire de la sensibilisation avec le fouet. Le cheval mourgesé fait partie de moi. Il fait partie de nous parce que c'est notre cheval, c'est notre terre. Il représente tout ça, là où nous sommes nés. Pour nous, c'est une valeur ajoutée à notre terre des Pouilles. Il a un peu perdu l'habitude. Il est resté longtemps sans être monté. C'est pour cela qu'il ne répond pas tout de suite. Essaie de faire exactement. Tu l'aides avec la longe, c'est parfait. Le cheval mourgesé a de nombreuses caractéristiques qui lui sont propres. Sa robe, totalement noire, est la principale. C'est la seule race à avoir cette robe. C'est bien. C'est bien. Fogo est un cheval qui nous donne énormément de satisfaction, parce qu'il est un peu la synthèse de plusieurs années de sélection. C'est un véritable mourgese. Il a les formes de ce qui est ma vision du mourgese. Fogo est un des chevaux les plus caractéristiques du mourgese, notamment pour son élégance. À l'étranger, on le considère comme étant le cheval italien par excellence. Il respecte tous les critères physiques des chevaux napolitains de la Renaissance. Une des spécificités les plus importantes de la race, c'est la tête. L'encolure est très puissante. C'est un cheval qui doit quand même transmettre un sentiment de force, de puissance. Ces chevaux étaient montés par des gens importants, des rois, des empereurs. Ils devaient s'imposer dans la bataille. Les chevaux, il faut les avoir dans le sang. Il faut avoir de la passion. Sinon, on ne va nulle part. La Via Appia traversait la vallée d'Itria, où les habitations des Trulli bordent les routes et accompagnent les voyageurs. Construits à sec, sans mortier et identifiables à leur toit en forme de cône, les Trulli étaient initialement des habitats temporaires et saisonniers pour les paysans et les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les champs. Les Trulli ne sont pas les seules habitations à être aujourd'hui restaurées. Les ruines des anciens relais étapes de la Via Appia, qui permettaient aux voyageurs de trouver refuge pour la nuit, reprennent vie de différentes façons grâce à la volonté unique de certains passionnés. Relais Isto est un hôtel. Dans l'Antiquité, c'était une auberge relais de la Via Appia, où les gens s'arrêtaient pour loger et changer de chevaux. Sono Roni, pronto? C'est la Via Appia authentique, ce segment-là. Regardez les sortes de rails dans lesquels les roues des chars s'enfilaient pour rouler. La distance entre un rail et l'autre était historiquement de 142 cm. Les gens qui faisaient la route devaient trouver des points relais pour s'arrêter.
C'était une ruine, à l'abandon total. Il y avait néanmoins les restes d'une villa importante qui avait été rebâtie à la moitié du 19e siècle. Mais tout le reste était en ruine. Il y avait de tout dedans. Et moi, avec passion, j'ai essayé de la sauver. Je lui ai redonné plus ou moins l'usage qu'elle avait dans l'Antiquité. Ça, ce sont des orecchiette. Ce lieu, c'est un lieu traversé par l'histoire. Et l'énergie de l'histoire est encore palpable aujourd'hui. Une nouvelle frontière de la gastronomie, c'est justement d'aller chercher des saveurs antiques. Ça serait limité de me décrire uniquement comme un chef, parce que je ne me sens pas seulement un chef. Moi, ce que j'aime, c'est chercher les produits, les découvrir. Archéologie gastronomique, j'appellerais ça. Je cherche dans les peintures, les gravures, les récits et les livres. Ça, c'est le chemin quotidien qui me conduit au potager. Ici, il y a un microclimat absolument unique. Et c'est pourquoi, à l'époque grecque ou romaine, on choisissait déjà ce lieu pour l'agriculture. Franco! Dis-moi, chef. Qu'est-ce que tu récoltes, Franco? Regarde-moi ces fleurs de courge. Quelqu'un va s'en servir? Oui, les autres m'ont demandé de les apporter en cuisine. Vous devez savoir que Franco est lié à une tradition antique qui permet d'ouvrir le ciel en deux avec des prières pour faire en sorte que l'orage dévie sa trajectoire. C'est une très ancienne tradition de notre région. Je n'y croyais pas moi-même. On m'a appris ces prières, je les prononce à voix basse et je constate que ça marche. J'en suis surpris moi-même. C'est une chose étrange, mais ça marche, alors je le fais car c'est bien utile. Là-bas, on doit récolter encore d'autres choses. Oui, on doit aussi planter d'autres courgettes. Et des artichauts, tu en as? Non. Ici, il y a des fèves et des petits pois qui représentent pleinement notre territoire. Nous savons que ce végétal était très présent dès l'époque grecque. Les Grecs ne mangeaient pas les fèves, car ils la reliaient au règne des morts. À l'époque grecque, le favisme était très répandu. Les fèves provoquaient des douleurs, des flatulences, donc il était interdit pour eux d'en manger. En revanche, les Romains, eux, les consommaient bien volontiers. Ça, c'est un tableau de Rubens qui représente Pythagore. Il a vécu près d'ici et est né à Métaponte, où il a fondé une des écoles de pensée les plus importantes de l'humanité. Cette représentation montre la variété et la richesse des productions agricoles de l'époque. Tiens, regarde là. Ici, il écrase les fèves avec son pied. À l'époque grecque, il y avait le favisme, et lui, il broie littéralement les fèves avec son pied, comme pour la répudier. Il la dénigre. Il la met sous ses pieds parce que c'était vraiment un légume interdit. Et puis, il y a tous ces légumes et ces personnages qui ressemblent presque à des elfes. C'est vraiment de l'archéologie gastronomique, n'est-ce pas? Une redécouverte du passé, de ceux qui se mangeaient dans le passé. Je suis tombé sur cet endroit il y a plus de 20 ans. Il y a une énergie extrêmement forte.
Un jour, je suis tombé amoureux de cet endroit. Je ne sais plus comment. J'ai vu cette ruine et j'ai eu comme un coup de foudre. Ça fait 20 ans et je suis chaque jour plus amoureux encore. Sur les derniers kilomètres, la Via Appia laisse découvrir la partie nord du Salento. Ses villes blanches et éblouissantes, et ses oliveraies, qui s'étendent presque sans fin. Dans le port de Brindisi, sur la côte adriatique, 2 colonnes romaines logées au sommet d'un escalier marquaient la fin de la Via Appia, ouvrant le chemin à de nouveaux voyages. Porte de l'Orient, c'est de Brindisi que partaient les voyageurs, les pèlerins, mais aussi les croisés pour se rendre en Terre Sainte. Encore aujourd'hui, les bateaux quittent le port en direction de la Grèce. La Via Appia permet de découvrir, grâce aux personnes qui vivent sur son sillage, une Italie remplie de trésors, de grandes villes ou de ports parfois oubliés, qui se sont nourris au fil des siècles d'influences culturelles d'une variété sans fin.